Dans cette vidéo, on va parler de probabilité conditionnelle. Allons-y pour la définition. Oméga P désigne un espace probabilisé et A désigne un événement de probabilité non nulle. On va voir que ça a de l'importance. Pour tout événement B, donc une partie de grand oméga, on définit ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle de B sachant A par la formule suivante. Probabilité donc de B sachant A, qu'on note de cette manière-là, c'est le quotient suivant, la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A. Alors, à noter que cette notation ici, P indice A de B, n'est pas la seule. Il existe une autre notation tout aussi officielle qui est la suivante. Vous voyez la probabilité de B sachant A avec une barre verticale entre B et A. Petite remarque sur cette notation, elle est un peu piégeuse. On pourrait croire en la lisant qu'il s'agit ici de la probabilité d'un événement qui serait B sachant A. Attention, pas du tout. B sachant A tout seul, ça ne veut rien dire du tout, ça n'a pas de sens et c'est pas comme ça qu'il faut lire cette probabilité. Il faut la lire comme étant la probabilité sachant A de B. Vous voyez ici que les couleurs sont importantes, la partie en bleu est tout à fait indivisible. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce cours, on n'utilisera pas trop cette notation, mais plutôt l'autre qui ne présente pas d'ambiguïté. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi est-ce que cette formule, la probabilité de A inter B divisée par probabilité de A, a été posée précisément de cette manière-là, et surtout pourquoi est-ce qu'elle correspond à l'idée scientifique d'une probabilité de B sachant A, c'est-à-dire en supposant que A s'est réalisé. Pour comprendre ça, il faut faire quelques dessins. D'abord, imaginons juste l'événement grand B au sein d'un univers grand oméga. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle la probabilité de B, c'est quelque chose que l'on peut toujours interpréter comme étant une proportion. C'est la proportion de l'événement B au sein de l'univers grand oméga, puisqu'on peut toujours l'écrire comme un quotient, probabilité de B divisé par probabilité de oméga. Et oui, cette égalité, elle est bien vérifiée, puisque ici, le dénominateur probabilité de oméga, il est égal à 1. Et vous voyez, ici, c'est là qu'on comprend qu'en probabilité, on a vraiment imposé dans la définition que P de oméga vaille 1, justement pour ne pas avoir à chaque fois à faire ce quotient. Ça simplifie tout, ça nous donne juste P de B. Bon, ok. Donc, c'est une idée toute simple, mais qui nous fait comprendre qu'une probabilité, de base, c'est toujours une proportion. Et maintenant, on va l'utiliser pour comprendre ce qu'est la probabilité de B sachant A. Imaginons ici qu'on a donc un autre événement, grand A. Faire des probabilités sachant A, eh bien, ça correspond à regarder non pas toutes les éventualités de oméga, mais uniquement celles qui sont compatibles avec A. Autrement dit, ça signifie qu'on change d'univers. Au lieu de regarder oméga tout entier, on ne regarde que grand A. À partir de là, si maintenant on s'intéresse à l'événement B, la première remarque qu'on va faire, c'est que on voit ici qu'il ne s'exprime dans ce nouvel univers que par son intersection avec A. Ça fait ici qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on s'intéresse du coup à cet événement-là, l'événement A inter B. Et maintenant, ce qu'on va appeler la probabilité de B sachant A, eh bien, ça va être du coup la proportion de A inter B à l'intérieur de ce nouvel univers grand A, c'est-à-dire le quotient P de A inter B divisé par P de A, et ça explique la formule. Vous voyez donc que P de B sachant A, c'est la probabilité de B, mais dans un nouvel univers, l'univers grand A. Voici un petit exercice pour se faire la main. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Passons à la correction. Alors d'abord, il y a un élément de langage à analyser dans l'énoncé, c'est ces mots-là, les mots au hasard. Ils signifient implicitement, comme on l'avait dit dans une vidéo précédente, qu'il y a équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque carte a une probabilité de 1 sur 32 d'être tirée. Dans un monde idéal, l'énoncé devrait normalement toujours préciser cette chose-là, mais il ne le fait pas toujours, c'est mal, mais c'est comme ça, il faut s'y faire, ça fait partie de l'interprétation de l'énoncé. Donc on va commencer par le dire, qu'on fait cette supposition-là, et ça va nous permettre de calculer des probas. Par exemple, la probabilité de D, comme il y a équiprobabilité, eh bien on va pouvoir dire que c'est le nombre de cas qui vérifient grand D, c'est-à-dire le nombre de cartes ici qui sont concernées, il y en a 3, les 3 dames en question, divisé par le nombre d'éventualités totales, c'est-à-dire 32, le nombre de cartes totales. On ne peut pas simplifier cette fraction, donc c'est fini. Ensuite, la probabilité de R, eh bien c'est le nombre de cartes rouges, à savoir 16, divisé par le nombre de cartes totales, 32. Après simplification, ça fait 1/2. Bon voilà, c'est normal, la moitié des cartes dans le jeu sont rouges. Maintenant, la probabilité de l'intersection D inter R. Alors, les éventualités qui sont dans cette intersection, c'est en fait les cartes qui à la fois sont parmi ces 3 dames et qui sont rouges. Et il y en a exactement 2. Il y a la dame de cœur et la dame de carreau. Donc ça donne 2 divisé par 32, ce qui après simplification donne 1/16. Ok. Passons maintenant aux probabilités conditionnelles. Là, en fait, il y a plusieurs manières de faire. Il y en a 2. La première, c'est d'appliquer mécaniquement la définition du cours. Ça nous donne ici, pour la probabilité de D sachant R, la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de R.
Ça tombe bien, on a calculé ces deux probabilités, donc ça nous donne un quotient de fraction, on le calcule, on simplifie et OK. Même chose pour l'autre probabilité conditionnelle, la probabilité de R sachant D, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de D. On connaît déjà ces deux probabilités, on fait le quotient de fraction, on simplifie et ça donne 2 tiers. Voilà. Maintenant, il y a une deuxième manière de calculer ces probabilités conditionnelles, à côté de laquelle ce serait vraiment dommage de passer parce qu'elle est beaucoup plus proche de l'intuition. Et cette deuxième manière, c'est justement de se mettre dans des sous-univers. Regardez par exemple pour la proba de gauche, la proba de D sachant R. Étant donné que c'est sachant R, on peut très bien supposer que R se réalise, et ça consiste à se placer dans un nouvel univers, à savoir l'univers grand R. Cet univers, il contient 16 éventualités, les 16 cartes rouges. Et parmi les 16 cartes rouges, eh bien, il y en a exactement 2 qui réalisent l'événement grand D, la dame de cœur et la dame de carreau. Vous voyez ici sur le schéma, c'est cet événement-là qui est l'événement D inter R. Dans ce nouveau point de vue, eh bien, la proba de D sachant R, elle est très simple à calculer. C'est nombre de cas favorables divisé par nombre de cas total, c'est-à-dire 2 sur 16. 1/8. OK. C'est encore plus simple pour la probabilité conditionnelle de droite, proba de R sachant D, puisque si jamais on suppose que D se réalise, on n'a en fait que 3 éventualités possibles qui correspondent aux 3 cartes, dame de cœur, dame de carreau et dame de trèfle. Et parmi ces 3 cartes, eh bien, il y en a exactement 2 qui réalisent l'événement R, puisqu'il y en a 2 qui sont rouges. Donc la proba de R sachant D, eh bien, c'est tout simplement 2 tiers. Alors, pour le justifier sur votre copie, soit vous faites un petit schéma comme je viens de le faire, soit aussi vous écrivez des bonnes vieilles phrases françaises où vous expliquez, eh bien, tout simplement ce qu'on vient de dire. Alors, petite parenthèse, vous voyez que ici, il y a un petit implicite dans ce qu'on fait, qui est que comme on fait des quotients, on est en train de supposer qu'il y a équiprobabilité dans ces nouveaux univers. Autrement dit, on est en train de dire implicitement que l'équiprobabilité qu'on avait sur grand oméga a induit de l'équiprobabilité sur chacun des sous-univers de grand oméga. Alors, il se trouve que c'est vrai et on le justifiera dans quelques minutes dans cette vidéo. On va maintenant faire 2 remarques. La première remarque, très importante, c'est que immédiatement par définition de la proba conditionnelle, on a la relation suivante. Regardez, la probabilité de A inter B, elle est égale à la probabilité de A fois la proba sachant A de B. Alors, pour la démonstration, c'est pas très compliqué. On prend juste la définition et on fait passer le dénominateur de l'autre côté, c'est gagné. Mais au-delà de cette démonstration, l'intérêt de cette formule est qu'elle permet d'induire une sorte de temporalité entre les événements A et B. L'idée, c'est de dire que pour avoir A et B, eh bien d'abord, il faut avoir A. Et ça, c'est de probabilité P de A. Et puis ensuite, il faut aussi avoir B. Ça nous amène à l'intérieur de l'événement A à considérer la proportion qu'occupe l'événement B. Or, cette proportion, eh bien, par définition, c'est précisément P de B sachant A, d'où la formule. Donc vous voyez que cette formule, elle voit la proba de A inter B comme étant en fait une proportion de proportion. Alors c'est très efficace, on peut l'utiliser d'ailleurs dans les deux sens et on va revenir à l'exemple précédent. Par exemple, la proba de R inter D, donc de tirer une carte rouge et que ça soit l'une des 3 dames évoquées, eh bien on peut dire que c'est d'abord la proba de tirer une carte rouge, ça c'est 1/2, fois ensuite la proba sachant qu'on a une carte rouge de tirer une des 3 dames. Et ça, cette probabilité, elle est de 2 sur 16, puisque parmi les 16 cartes rouges, il y en a 2 qui sont parmi les 3 dames, la dame de cœur et la dame de carreau. Et ça nous donne le bon résultat, 1/16. Mais on peut aussi utiliser la formule dans l'autre sens. Dire que la proba de R et D, c'est d'abord la proba de D, la proba de tirer une des 3 cartes, donc ça c'est 3/32e, fois la proba sachant qu'on a tiré une de ces 3 dames, de tirer une carte rouge, et ça on l'avait vu, c'était 2 tiers. Ça nous donne le même résultat. La deuxième remarque, c'est que cette probabilité, la proba sachant A, si jamais on la voit comme une application qui agit sur les événements, donc une application qui va des parties de oméga dans 0,1 et qui a un événement B, associe cette fameuse proba sachant A de B. Eh bien, cette application proba sachant A, c'est une probabilité sur grand oméga au sens où on l'avait défini dans la vidéo précédente qui définissait ce qu'on appelait une probabilité. Autrement dit, premièrement, pour tout événement B1, B2 qui sont incompatibles, la proba sachant A de l'union, c'est la somme des probas sachant A. Ça, c'est une simple vérification. Et deuxièmement, la proba sachant A de oméga, ça vaut bien 1. Regardez, par définition, ça vaut la proba de A inter oméga divisé par la proba de A. Et puis au numérateur, en fait, l'événement A inter oméga, c'est A tout simplement, puisque A est inclus dans oméga. Donc ça fait qu'on obtient P de A sur P de A, c'est-à-dire 1. C'est là qu'on voit qu'il était vraiment nécessaire de diviser par P de A pour obtenir une mesure de proba qui donne bien la valeur 1 à l'univers tout entier.
C'est très intéressant de savoir du coup que PA est ce qu'on pourrait appeler une probabilité comme une autre, puisque du coup toutes les propriétés qu'on avait sur les mesures de probabilité, on va pouvoir lui appliquer. Par exemple, la proba sachant A de B bar, eh bien c'est 1 moins la proba sachant A de B, ou encore la proba sachant A d'une union de deux événements B1 et B2, eh bien c'est la somme des probas moins la proba de l'intersection. Une manière de se faire une idée claire de ce qu'est cette probabilité sachant A, c'est aussi de regarder son action sur les éventualités de grand oméga. En fait, ces éventualités, elles sont divisibles en deux types. Le premier type, ce sont les éventualités qui n'appartiennent pas à grand A. En fait, la proba sachant A de ces éventualités-là, eh bien, c'est 0. Pourquoi? Parce que si jamais on leur applique la formule, eh bien, au numérateur, on obtient 0, puisque l'intersection du singleton oméga avec grand A, c'est l'ensemble vide. Deuxièmement, il y a les éventualités qui sont dans grand A. Elles, si on regarde P sachant A de ces éventualités-là, eh bien ça donne au numérateur P de l'éventualité, puisque cette éventualité inter A, c'est l'éventualité elle-même, puisqu'elle appartient à A, divisé par P de A. C'est la définition de la probabilité conditionnelle. Vous voyez que ici, en fait, le fait de diviser par P de A, ça a tendance à faire que ces nouvelles probabilités sont plus grandes que les anciennes, puisque certes on divise par quelque chose, mais on divise par quelque chose qui est plus petit que 1. Autre remarque, c'est, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure dans la vidéo, le fait que si jamais on a une équiprobabilité de base sur grand oméga, alors on va avoir une équiprobabilité ensuite sur le sous-univers grand A. Puisque si on a équiprobabilité sur oméga, eh bien au numérateur, ces quantités-là, ce sont toutes les mêmes, par définition de ce qu'est la probabilité uniforme. Ce qui fait que comme maintenant on les divise toutes par la même constante P de A, eh bien les nouvelles probabilités ici sont également toutes les mêmes. Donc une probabilité uniforme sur oméga induit bien une probabilité uniforme sur le sous-univers grand A. On avait raison tout à l'heure d'évoquer l'équiprobabilité dans nos arguments.